Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est une journée malheureusement qui est marquée depuis hier par de la violence à Montréal. Entre autres, 2 meurtres sordides qui ont été commis dans ce qu'on pourrait appeler une vague de violence, de crimes Mais là, à Montréal. c'est deux meurtres gratuits solides quand même. Là. Ces deux-là frappent. Là. Ouais, ces deux-là frappent. Commençons par le premier, celui d'une femme de 46 ans à Laval, Madame Irina Dragichescu, qui se promenait vers 19h30 hier dans un parc à Laval, qui est un parc qui, on se comprend, un petit endroit boisé qui comporte plein de sentiers, où n'importe qui va pour faire une promenade, très prisé des amateurs de plein air. Je rappelle, il est 19h30, il y a un jeune de 20 ans dans le boisé qui la cible complètement au hasard, l'assassine d'une trentaine de coups de couteau. Là. Puis vraiment, Mario, quelque chose de complètement étrange. Là. Quand on parle de plusieurs coups de couteau, règle générale, c'est dans un crime où il y a quelqu'un qui connaît sa victime, qui va s'acharner littéralement dessus. Ouais. Vengeance, un crime relié à d'ordre conjugal ou autre. Là, rien de tout ça. Jeune homme de 20 ans qui ne la connaissait pas. Pantoute, et après l'avoir assassiné, prend la fuite à pied, se ramasse dans un immeuble à logement qui est à peu près à 900 mètres de où s'est déroulé l'assassinat. Défonce une vitre, t'es comme dans le sous-sol de l'immeuble à logement, les gens dedans ont peur, puis là... Il y a une obsession, il a faim. Ouais, il veut du manger. Il veut de la nourriture, point. C'est comme ça qu'il le verbalise, veut de la nourriture. Et là, à cet endroit-là, on vient le cueillir du côté des policiers. Il a été finalement accusé, Konstantinos Tsagaroulis de son nom, 20 ans, accusé de meurtre prémédité, donc meurtre premier degré. Et là, il n'y a personne qui s'explique comment cette femme de 46 ans, Mme Dragichescu, qui est une agente immobilière du groupe Sutton, sans histoire encore une fois, un jeune homme, 20 ans, pas connu des services policiers, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? L'incompréhension est totale. Le fils de la dame, lui, ne trouve pas les mots pour expliquer ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à sa mère. Je pense que ça frappe l'imaginaire. Non, mais c'est l'absurde. Moi, je le regardais et je me disais, je mets presque ça dans la même catégorie que le conducteur d'autobus rentre, bang dans une garderie, tue des enfants à l'autre bord du mur. C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces enfants-là sont morts? C'est incroyable. T'es juste... Je m'imagine, moi, je regarde ça de l'extérieur, puis je connais pas les victimes, puis je suis abasourdi. Mais j'imagine les proches. Je comprends que victime d'un meurtre, mais bon, quand il y a une explication, t'en reviens pas que la personne a fait. Mais là, tu te dis, OK, c'est juste la loterie de la vie complètement folle. Puis nous rappelant toujours que il y a de plus en plus de personnes qui se promènent autour de nous, puis qui sont pas avec nous, là. Non, qui vivent dans une autre dimension, là, littéralement. Complètement. Puis qu'à un moment donné, tu dis, OK, le déclencheur, bing bang, déclencheur, pose un geste. Ah, absolument, meurtre complètement sordide, puis qui vient dans la même soirée, ou encore une fois, presque au même moment, 19h30 cette fois-ci, on est à Montréal, sur la rue du Dovecourt, dans un endroit quand même dans le quartier La Chine qui est connu des milieux policiers, mais où il y a des jeunes qui sont en train de jouer au basketball, sur un court de basketball, et là, un jeune homme de 27 ans, Kezia Paul Deschang Mackenzie, qui est en train de jouer là avec son petit frère. Quelqu'un sort d'un véhicule, s'approche d'eux, ouvre le feu, il se mange une balle en pleine tête et il meurt sur le tarmac, littéralement, le court de basketball là. Son petit frère qui était avec lui, qui a malheureusement assisté au dernier moment de son frère, qui essayait de le garder conscient à côté de lui, puis qui, sans succès, son frère est décédé, qui n'était pas connu des milieux policiers, qui avait une vie bien rangée, 27 ans, tranquille, et qui, s'est fait assassiner comme ça. Évidemment, on n'a pas trouvé dans ce cas-ci là, le ou les coupables de ce meurtre sordide. Mais je voyais que notre bureau d'enquête dit que les déclarations du père, je sais pas si c'est les témoignages du frère, seraient à l'effet que c'est peut-être l'autre qui était visé. Là. Je sais pas quel niveau de certitude on a, mais que c'est peut-être le plus petit frère qui était visé, que lui se serait mis comme en protection. Ouais, c'est ce que racontait le père aujourd'hui en disant que le plus vieux se serait mis dans la trajectoire de la balle pour le plus jeune. Est-ce qu'on peut confirmer ou infirmer tout ça? Mais ça reste à déterminer. Là, l'enquête le dira. Mais un autre meurtre, là, ouais. À peu près presque aux mêmes heures où il y en a un autre qui se déroule. Encore une fois, plein milieu d'un terrain de basket, on se comprend, il y avait d'autres gens qui jouaient là, qui auraient pu se manger une balle. On a aujourd'hui les premiers chiffres du bilan du SPVM de l'année 2023, de l'année passée, qui était une année d'augmentation des crimes violents.
Là, à ce stade-ci, fin mai, là, 2024, t'es en train de dépasser aussi 2023. Là. Ouais, ça va tellement vite, là. On peut prendre les dernières histoires en liste, l'espèce de bagarre qu'il y a eu sur le plateau Mont-Royal. 3 jeunes qui décèdent. Pour lequel il y a eu une 15 ans. arrestation ce matin. Là. Il y a une arrestation, là, un jeune homme de 19 ans qui a été arrêté, là, associé à tout ça. Et la police, dans le communiqué, nous indique tout de suite, pour les gens qui se poseraient la question, il y a eu 3 morts, une seule arrestation. Ce n'est pas parce que celui-ci aurait commis lui seul les 3 meurtres, c'est parce que 2 des 3 meurtres, selon l'enquête policière, les meurtriers sont morts eux-mêmes. Oui. Oh oui, c'est vraiment une espèce d'échauffourée à 3 là, où les 3 seraient décédés. Donc 2 des 3 décès ont été causés par une personne qui est elle-même décédée dans la bagarre. Oui, puis c'était une question c'est une question de temps aussi, on s'entend, avant qu'on retrouve ce jeune homme de 19 ans-là, considérant qu'il y avait tellement d'images de ce qui s'est passé. Donc là, lui, lors de c'est le cette bagarre. seul survivant qu'on peut accuser de meurtre. Voilà. Après ça, est-ce qu'il y aura d'autres accusations mineures de complicité? Ouais, là, ça, c'est une autre affaire. La voie de complicité, c'est ça. Oui, ça sera une autre chose, mais vraiment, ça vient, encore une fois, en continuité de toutes ces nouvelles violentes qu'on entend à Montréal et dans la grande communauté métropolitaine. Vraiment, c'est une situation qui est assez inquiétante. Merci. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Nouvelle de dernière heure, Mario, le milliardaire québécois Robert Miller, qui avait déjà été visé par un reportage, entre autres, là, du côté de Radio-Canada. D'enquête, oui, absolument. Oui, reportage là, assez étoffé, mais merci. Ensuite, ça a été repris par plusieurs autres médias. On a comme découvert qu'il y avait toute une histoire autour de lui. Là. Oui, lui qui était soupçonné de toutes sortes de crimes sexuels commis à l'endroit de mineurs qui se remontent à il y a plus de 20 ans. Et là, il n'y avait pas eu d'accusation toujours jusqu'à aujourd'hui, selon l'acte de dénonciation que nos collègues du Journal de Montréal ont pu obtenir. Robert Miller qui est accusé de plusieurs crimes sexuels, fait au moins 9 victimes mineures depuis 1994, vingtaine de chefs d'accusation qui ont été portés contre lui. Est-ce qu'on lui a passé les menottes aujourd'hui? Il a été arrêté officiellement par le service de police de la ville de Montréal, accusé notamment de contacts sexuels sur les mineurs. Donc, vraiment, parce que son avocat défendait toujours là, qu'il ne pouvait pas se présenter, répondre à rien, qu'il était malade. Donc, les policiers, eux, sont allés y passer les menottes. Là. Voilà, donc c'est un peu le suivi, si on veut, de ces enquêtes journalistiques qui avaient fait des révélations dans ce cas-ci. Mais donc, il y avait toute une histoire, là, il faudrait que je les relise fraîchement, mais sur le fait qu'il c'était comme une organisation, un réseau, il y avait un appartement, un hôtel... une espèce de suite d'hôtels qui possédait ou louait en permanence. C'est ça. Exact, puis invitait des jeunes filles. Beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Mais des mineurs. Là. Oui, des mineurs. Là, des jeunes, on va dire des jeunes filles à ce moment-ci, là, mineurs, donc des adolescentes auxquelles il déboursait là, toutes sortes de cadeaux, colliers et autres. On comprend, c'est un milliardaire, M. Miller. Il avait les moyens de ses ambitions dans ce cas-ci. Puis il les invitait soit chez lui, soit dans cette chambre-là. Puis il y avait, là, comme on l'a vu dans d'autres espèces de réseaux, là, dans d'autres pays comme ceux-là, des espèces de rabatteurs, là, des gens pour lui qui travaillaient, recrutaient, trouvaient des cibles potentielles qui allaient ensuite devenir les victimes de ces pulsions sexuelles. Donc voilà qui se fait passer les menottes au poignet. C'est une énorme arrestation là, pour le SPVM. Voilà, oui. Qui devait se préparer. Évidemment, dans ces cas-là, le SPVM, t'as pas le niveau d'urgence, pas comme si t'as un dangereux qui court dans les rues, t'as pas le niveau d'urgence. Par contre, tu sais que tu vas faire affaire aux meilleurs avocats en ville. À l'équipe, pas juste à un avocat, mais à l'équipe des meilleurs avocats en ville. Fait que j'ai l'impression qu'ils doivent monter leurs preuves dans ce temps-là avec beaucoup, beaucoup de minutie, de doigté, là, d'être sûr que la moindre erreur dans la façon dont tu es allé chercher la preuve... les avocats vont te la trouver. Oui, attelle-toi, là. Absolument. Donc, c'est une énorme nouvelle qui vient de tomber. On va vous suivre ça, bien évidemment, en cours d'émission. Donc, je rappelle, le milliardaire Robert Miller, qui était déjà soupçonné de plusieurs crimes sexuels, qui est désormais arrêté. Tout savoir en 24 minutes. On va continuer de parler de crime, Mario, parce que c'est à ça que s'est attelé le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Je dis crime, plutôt un suivi. Des gens qui pourraient potentiellement là, commettre des crimes, mais qui ne sont pas eux-mêmes le fiché comme des criminels. On parle des individus qui sont déclarés criminellement non responsables à la Cour. Le projet de loi 66, déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, veut qu'on ait là, un meilleur suivi qui soit fait par l'État de ces personnes qui ont un verdict de non-responsabilité criminelle, donc qui sont officiellement pas des criminels en tant que tels, mais qui ont quand même commis ils ont commis un geste qui serait de nature criminelle, sauf que comme ils sont pas conscients, ils peuvent pas distinguer le bien du mal,
la Cour finit par déterminer qu'ils sont non criminellement responsables de leurs propres gestes. Là. Voilà. Mais la Cour dit pas à ces moments-là, ils sont pas un danger pour la société. C'est ça. La Cour dit, je ne peux pas les tenir criminellement responsables de leurs actes, parce qu'au moment de les commettre, ils savaient plus qui il était, qu'est-ce que la victime était. Il était dans un scénario, il était en délire psychotique. Déconnecté, en délire psychotique, mais c'est comment tu gères le risque après. Et moi, ce projet de loi-là, c'était une urgence. Là. Moi, juste dans l'actualité, c'est toi qui me le racontais il y a 2 semaines. Là. Oui, cette histoire-là, complètement... Sainte-Anne de Sabrevoise, tout ça, ou dans ce coin-là, la Montérégie, là. Le type, il a coupé une main à sa mère. Ouais, c'est une histoire complètement sordide dans laquelle là, c'est un jeune homme qui avait déjà été déclaré criminellement non responsable d'une agression sur sa propre mère, l'avait frappé, l'avait menacé de la tuer, de lui tirer une balle dans la tête. Finalement... Là, avait été, pas incarcéré, mais avait été en institution un bout de temps. Là, on avait stabilisé son affaire. Puis là, un psychiatre avait dit, l'année d'après, il est bien correct. Ouais, puis dans la même année, là, on avait eu... C'est un danger pour la population. Puis au cours de la même année, finalement, ne représente aucun danger, ni pour la population, ni pour sa mère. On le retourne chez sa mère. Retourne habiter chez sa mère. Le reste là, il y a de la eu famille... pendant 2 ans, tout va correct. Tout va correct. La famille s'était quand même inquiétée. Puis du jour au lendemain, aucune idée pourquoi. Tout dérape, finit par séquestrer sa mère, la torture, lui coupe une main, lui avec essaie une scie ronde, essaye de la faire se vider de son sang. Au bout de 3 heures, elle meurt pas, là, lui demande comment tu veux je te tue, veux-tu que je t'étouffe ou je te tranche la gorge, essaie de l'étouffer, ça marche pas, lui ouvre la gorge avec sa scie ronde. Une histoire, mais à glacer le sang. C'est un jeune homme qui, dans la même année, on a dit c'est un danger pour la population. Oh, il l'est plus. Criminellement non responsable d'avoir déjà fait des menaces à sa mère. Et donc là, ce dont on parle, c'est davantage de suivi, de partage d'informations entre les différents corps de santé mentale, les corps policiers. Écoute, je sais pas si ça va, mais d'avoir plus de suivi, là, ça me paraît... Une évidence, on se comprend. Une évidence, une extrême nécessité, parce que là, nous, on parle de cas extrêmement violents, mais il y en a aussi la mort de Maureen Brault, où là, c'est l'autre côté de la médaille. C'est les policiers qui vont cogner, toc, 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 savent pas qui ont affaire, savent pas l'historique de violence de l'individu qui a été condamné, qui a été non condamné parce que non criminellement responsable pour troubles mentaux, mais 5 fois. 5 fois. 5 fois dans des gestes violents. Est-ce que les policiers qui vont cogner à cette porte-là ne devraient pas être au courant de dire, écoutez, là, le type est en crise, il hurle, les voisins ont peur, mais le gars chez qui vous allez intervenir, parce qu'il n'était pas de leur région, là, c'était pas un natif de la région, c'est quelqu'un qui était récemment arrivé à Louisville, mais le dossier aurait dû suivre, les policiers auraient dû savoir, attention, vous savez pas à qui vous avez affaire. Oui, absolument. Justement, ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire, puis on s'entend qu'on veut pas que les policiers débarquent à toutes les résidences pour toutes les interventions, les fusils braqués, puis tu réponds une cogne à la porte. Mais mesures de prudence qui viennent avec la connaissance des faits. Mais c'est ça, je veux dire, s'il y a pas de suivi comme ça, les policiers peuvent pas faire une intervention plus normale. Ils vont faire une intervention plus normale. D'ailleurs, la sergente Maureen Brault, on dit que c'est un peu la loi Maureen Brault, là. C'est un peu son nom que ça va porter tout ça, parce que ça devient nécessaire. Donc oui, on va parler d'une mesure qui touche à peu près 550 personnes là, au Québec qui sont considérées là-dedans, qui sont plus à risque là, selon la commission d'examen des troubles mentaux. Il va y avoir aussi là, 11,3 millions de dollars de débloqués pour engager des ressources. Là, on parle de 22 agents, liaisons, coordonnateurs qui vont avoir la même formation. Je t'arrête. Ben oui, absolument. C'est une ça nouvelle vient de dernière d'apparaître heure. sur tous les écrans de CNN, de TVA, de Radio-Can, de RDI, de LCN. On a un verdict. On a un verdict au procès de Donald Trump, mais on s'assoit. On n'a pas le verdict. On n'a pas le verdict. Le jury a annoncé qu'il a un verdict. Oui, absolument. Là, on se comprend qu'en ce moment, les gens sont en train de s'asseoir dans la cour là, pour écouter le verdict qui va tomber CNN d'une qui seconde. nous dit que le fils de M. Trump, de Donald Trump, Eric Trump, serait allé s'installer. Donald Trump déjà assis dans la salle de cour, donc à cette heure-ci, son fils derrière lui. Oh, c'est une bombe qui vient de tomber, encore une fois. Là. Une autre grosse nouvelle, Mario. On se comprend que c'est peut-être une des nouvelles. C'est pas la nouvelle la plus suivie sur la planète, ou presque, là, en ce moment. Ouais. Du moins en Amérique du Nord, on s'entend. On rappelle qu'il peut être soit déclaré coupable aux 34 chefs d'accusation de fraude, soit coupable à certains des 34 chefs. Ça serait plus, parce que c'est comme les 34 chefs sont quasiment identiques.
Ce serait surprenant là, qu'on Qu'il y en fasse ait, qu'on prenne certains là-dedans. Encore, il n'y a pas. rien d'impossible. Et sinon, dès qu'il n'y a pas unanimité, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un vote à 7 contre 5, là, un jury. Là. Non, il faut que ce soit unanime. Les 12. S'il n'y a pas unanimité, c'est un problème. Mais là, ce qui me fait dire, moi, depuis le début, mais là, je me mouille, je vais peut-être me tromper, avoir l'air fou dans quelques minutes, puis je vais bien avec ça, mais à cause de l'unanimité, moi, je pense que c'est quasiment impossible qu'il soit jugé. Qu'il soit... En même temps, Mario, c'est rapide. Quand même. Là, on parle moi, de quelques jours là, rapide, de délibération. Rapide, c'est drôle, ça me dit encore plus qu'il ne sera pas déclaré coupable. Mais on ne sait jamais. Ça se pourrait, là, les images là, qui font le tour du monde. On va procéder à quelques autres nouvelles, Mario, mais... On a ça devant nous. À la seconde où ça tombe, vous allez être mis au courant. Tout savoir en 24 minutes. On a répété aujourd'hui qu'il n'existe pas aucune règle pour déterminer la proximité d'un centre de consommation supervisé, d'une école ou même d'un CPE, alors que la directrice régionale de santé publique de Montréal, Mylène Drouin, était devant les élus fédéraux aujourd'hui. C'est le comité de l'étude de la crise des opioïdes au comité parlementaire qui se penche là-dessus. Puis elle a réitéré qu'à Montréal, par exemple, comme dans certains autres grands centres, Mario, parce que on se comprend, c'est la maison Benoît Labre qui a fait les manchettes dans les derniers jours, là, le voisinage qui dénonce là, des scènes absolument disgracieuses, voire dangereuses auprès des enfants. Et là, ce qui explique Mme Drouin, c'est qu'il n'y a pas de moyen, dans une ville dense comme Montréal, d'établir une espèce de zone tampon, si on veut, entre des centres comme ça, puis des écoles et des CPE, en disant, c'est parce qu'à tous les 200-500 mètres, à Montréal, tu as une école ou un CPE, ou presque, là, dans les endroits où on peut installer des choses comme ça. Alors, à moins de nous mettre des centres d'injection supervisés d'un champ ou proche d'une voie ferrée, impossible de créer une distanciation assez forte, merci. Donc, c'est venu réitérer qu'on étudie mal cette cohabitation-là un peu partout. J'ai vu son propos. D'abord, je sais qu'il n'y a pas de terrain libre partout, mais tu sais, la voisin de la cour d'une école, c'est quand même extrême, là. Il y a des écoles, il y en a beaucoup à Montréal, mais c'est pas tous les terrains qui sont voisins d'une école. Deuxièmement, j'ai quand même été assez frappé, moi, par la réponse qu'elle a donnée, qui a eu aucune étude d'impact sur les enfants. C'est fou, ça. Moi, je suis convaincu que si on mettait une usine à côté d'une école, on dirait, là, qu'est-ce qui va émaner dans l'air? On dirait, ça se fait pas. On dirait, là, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'air? On ferait une étude d'impact sur les enfants. Là, pour ce type d'affaires-là, c'est comme on veut tellement... Tu sais, ça prouve qu'on voulait arriver à l'établir là, coûte que coûte, quelles que soient les conséquences. C'était idéologique. Et donc, on avoue qu'il n'y a aucune étude d'impact sur les enfants. Fait que c'est... c'est ça. Ce sont des réponses qui sont pas rassurantes pour les parents. Puis moi, j'entends qu'il y a d'autres projets, là. Itinérance, injection. Il y a d'autres projets à Montréal, pas loin des écoles. Je suis pas... Avec ce qui est arrivé à Benoît, avec le centre Benoît Labre puis l'école voisine, je suis pas certain que c'est les prochaines fois, là, les parents, à mon avis, vont être encore plus... méfiants par rapport à ça. Ils vont être encore plus forts dans leurs arguments. Actualité. Je rappelle qu'on continue de suivre. Verdict au procès de Donald Trump dans les prochaines minutes. Les gens sont en train de s'asseoir au tribunal. Le procureur Bragg est dans la salle parce que là, les uns, on nous dit à CNN, les uns et les autres, au fur et à mesure que les joueurs importants sont assis dans la salle. Je suppose qu'il y a une condition, une prémisse qu'il faut que tous les avocats, l'accusé, que tout le monde soit revenu dans la salle de cour avant d'annoncer le verdict. Est-ce que les jurys, à l'heure actuelle, sont assis à leur place? C'est pas ce qu'on voit, puis règle générale, pour la lecture d'un verdict, me semble, c'est eux qui entrent en dernier. C'est eux qui entrent en dernier, c'est bien possible. C'est bien possible. Il y en a un qui se lève, puis va prononcer le verdict. Ça, on a vu l'image dans les films souvent. Là. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui parle au nom du jury. À voir pour la suite, là, ça s'en vient dans quelques instants. En attendant, Mario, mauvaise nouvelle pour les gens qui conduisent un véhicule avec une plaque d'immatriculation à Montréal, un automobiliste ou autre. Vous allez devoir payer pas mal plus cher. Pas mal plus cher la taxe d'immatriculation qui va presque tripler dans la région du Grand Montréal, qui passe de 59 à 150 $ d'un coup, d'un seul pour coup, l'année 2025. Pour l'année 2025, dès le 1er janvier 2025, bingo, ce sera fait. Vous devrez débourser donc 150 $. C'est les maires de la communauté métropolitaine de Montréal qui ont dit aujourd'hui être
contraints d'adopter cette nouvelle réglementation qui, je le rappelle, devrait venir éponger, du moins en partie, le 361 millions de dollars de dettes qu'il y a auprès des sociétés de transport. Il y en a 200 millions qui ont été épongés par le gouvernement. Il en reste un 361 millions, puis c'est ce qu'on veut venir essayer là, de réduire avec ça. Chose importante, je voulais dire, mais pourquoi ils ont le pouvoir de faire ça? C'est un pouvoir qui a été remis aux municipalités le 8 décembre dernier. Alors, c'est pas qu'ils l'ont pas. Dans les négociations, pour essayer de pas trop chicaner avec les villes, leur gouvernement leur a donné ce cadeau-là, j'appelle ça un cadeau, un pouvoir de taxer plus, le 8 décembre dernier, donc juste avant Noël, toute fin de la session parlementaire de l'automne passé. Et bon, on comprend que c'est pas toutes les villes qui vont l'utiliser. À Sherbrooke, oui. À Gatineau, oui. Pas des chiffres aussi élevés, pas des montants aussi élevés que le Grand Montréal. À Québec, ils ont parlé de 10 $. Lévis n'embarquerait pas. Ce que j'ai vu, c'est que, je ne vais pas m'avancer là, j'ai vu que Saguenay, Trois-Rivières, on dit, nous, on a le pouvoir, mais on ne l'utilise pas. Mais là, à Québec, à Montréal, je veux dire, on y va pour le grand coup. Donc, une augmentation, ça fait une augmentation de 154 % d'une claque, là. Oh oui, c'est vraiment énorme, là, ce qui vient de tomber. Et moi, je suis sincèrement choqué de ça. Un, c'est une augmentation radicale. Deux, ils disent on n'a pas le choix, mais t'as toujours le choix dans la vie. Puis, comment tu peux. Mettons que tu dis on fait un geste radical. À mon avis, si tu dis je veux agir radicalement pour redresser la barre financière d'un coup, faut que tu agisses sur les deux fronts. Là. Oui. Radical sur les dépenses, radical sur les revenus. Tu dis OK, on va augmenter les cotisations, ce qu'on va chercher aux gens, mais je veux dire, on va faire là, une série de mises à pied, puis des cadres, puis on rouvre les conventions collectives, puis on coupe des conditions de travail. Tu dis on pose un geste radical, on y va radical surtout. Oui. Mais là, du côté des dépenses, on dit non, ça, les dépenses, on va regarder ça tranquillement, on va voir ce qu'on peut faire. Puis du côté des revenus, on dit les automobilistes, 100 $ de plus chacun. Ouais. Moi, ça me choque. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Continue à attendre le verdict au procès Donald Trump, Mario, mais il y a une autre victoire qui a été obtenue pendant tout ce temps-là. Les manifestants de l'UQAM qui ont crié aujourd'hui. Une grosse victoire. Colossal, Mario. Les mots me manquent pour dire à quel point ils ont gagné. Sur le site Internet de la presse, quand j'ai vu la nouvelle, là, ça disait « satisfait », virgule. Tu sais, les manifestants au campement de l'UQAM là, vont démanteler. Satisfait. Satisfait. Ils ont crié victoire en disant que c'est la... là, parce que nous, c'est juste 24 minutes. Fait qu'on voudrait vous lister tous les gains obtenus, là. Oui, parce mais là, que... comme c'est résumé l'actualité en 24 minutes, on peut pas espérer en 24 minutes, impossible de faire la liste de tous les gains qui ont été obtenus. Ben oui, puis en plus, il faut garder un tout petit peu de temps pour parler du procès Trump, Mario. Oui. Fait qu'on pourra pas s'épandre là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont gagné déjà? Attention, parce que là, ils disent devenir un des premiers campements pro-palestiniens au Canada à s'entendre avec son université. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai? Non, mais c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est factuel. Le conseil d'administration de l'UQAM a répondu aux exigences que les manifestants qualifient de minimales, hein, mais c'est déjà beaucoup. Il n'y aura pas d'entente académique avec les universités israéliennes si ça entre... Le jour 1. C'est vrai, il y en a le pas. Jour 1, le recteur leur a dit, mais là, vous faites ça pour rien. Nous, on n'a pas d'entente avec Israël. Eux disent que c'est un gain, Mario. Ah. Ouais. Bon. C'est dommage. Qui ne viennent pas entraver le principe de paix. Demande à la Fondation du CAM d'inviter les investissements dans les compagnies d'armement. Enfin! Il n'y en avait déjà pas, ça non plus, Mario. Non. Là, je suis en train de me demander qu'est-ce qu'ils ont gagné. Là. Tu m'as craqué, mais... Moi, sais-tu qu'est-ce que je pense? Je pense qu'on est... Je pense que chercher, c'est justement qu'est-ce ça qu'il faut gagné? pas faire. Faut pas chercher. À un moment donné, il faut que tu célèbres la démocratie, les grandes victoires, les grands combats. Ils ont gagné, ils sont satisfaits, puis... Et peut-être qu'ils ont une entente secrète avec Netanyahou, puis on le sait pas, là. Tu penses que c'est ça? Moi, je reste positif, je reste confiant. Je reste sur l'idée que c'est une grande victoire, même si je comprends rien. Économie. C'est évidemment ce qu'on continue de vérifier, Mario. Là. Le verdict du jury au procès de Donald Trump, là, évidemment, là, c'est une des nouvelles qui étaient les plus attendues sur la planète. C'est seulement, au final, là, en temps de délibération, c'est 12 heures de délibération. Ouais, moi, je voyais CNN disait moins de 12 heures. Là. 11 heures, disait moins de 12 heures. 11 heures et des poussières, 11 heures et quelque chose, ouais, c'est ça. C'est pas long, là. C'est pas long, surtout, je veux dire...
La complexité quand même des dossiers, des témoignages, la gravité, là, l'ampleur du personnage. Ben, c'est ça, la gravité et l'ampleur du personnage. Parce que on se rappellera, là, le juge Merchant avait dit là, au jury, encore une fois, avant qu'il soit séquestré, vous devez là, faire abstraction complètement de qui est le personnage, de vos opinions préconçues de Donald Trump. Puis c'était quelque chose même avant le procès, Mario. On avait discuté ici, là, même à l'émission, en se disant... OK, il faut qu'ils trouvent 12 jurés qui n'ont jamais entendu parler de Donald Trump, qui n'ont pas d'opinion préconçue. Alors qu'on le voit, Mario, il est en train de se diriger classique, M. Trump. Je l'appelais le Trump classique. Il est devant cette grande mêlée de presse des journalistes qui sont assemblés. Il est venu livrer sa version. Il est rentré en dedans. Donc, c'est le verdict là, qui va tomber là, d'une minute à l'autre. Et comme je dis, il fallait qu'ils trouvent 12 personnes, 12 jurys, qui n'ont pas d'opinion préconçue. Sur Donald Trump. D'une des personnes les plus controversées, polarisantes sur toute la planète au complet. En partant les plus médiatiquement, couvertes, qu'il y a eu une couverture médiatique, une présence médiatique. C'est quelqu'un qui dit moi, Trump, pas trop entendu parler. C'est comme depuis 10 ans, t'es sûr, là? Ben oui, parce que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, puis je pense que c'est. On a entendu parler, là. Je pense que c'est surtout ces deux catégories-là. Il y a des gens qui l'aiment et des gens qui le détestent. Les gens qui sont neutres, je pense pas qu'il y en a tant que ça. Puis c'était le défi de trouver ces 12 jurés-là. Et c'est ce que le juge Merchant a encore une fois rappelé aux jurés. Et 12 heures seulement de délibération. Je les comprends s'ils veulent écouter les instructions du juge. Mais j'imagine pas l'espèce de pression que tu as sur toi quand même, Mario, autour d'un procès comme celui-là. C'est un verdict qui va tomber là, d'une minute à l'autre. Qu'on attend. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.